enregistré et donc pas de caméra si vous n'en avez pas envie. Si vous avez des questions en cours d'intervention, je vous invite à les mettre dans le chat. Donc, ça s'appelle converser sur votre ordinateur, soit des questions, soit des remarques. Nous n'interromprons pas Mathieu pendant qu'il parlera. Par contre, on prendra quelques interventions, quelques questions tout à la fin. Et tout ce qui n'aura pas été utilisé, eh bien, nous nous efforcerons d'y répondre d'une manière ou d'une autre au cours des semaines et des mois qui viennent, parce que toutes vos questions seront très, très importantes pour nous. Voilà. Et du coup, eh bien, sans plus tarder, je passe la parole à Virginie. Merci Judith. Je vais juste te proposer une chose, Judith, parce que comme quand tu admets les gens, il y a une espèce de sonnerie qui se met en route à chaque fois. Je me Oui, demande si ça n'aurait pas du sens que ton micro soit éteint, ce c'est ce que qui je fais. C'est parti. c'est peut-être mieux, si tu veux bien. Je te remercie. Bah, bonsoir à tous, merci d'être présents. Merci, avant toute chose, bien évidemment, à Mathieu Beaulieu qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation à venir parler de son livre. C'est vrai qu'on avait promis aussi à tous ceux qui participent aux conférences qu'on organise et aux groupes de parole qu'il y aurait un cadeau pour Noël. Et bah, voilà, c'est Mathieu, c'est le cadeau de Noël, c'est son livre. Donc bonsoir Mathieu, bonsoir, merci d'être avec nous. Enfin, merci à vous. Donc vous venez d'avoir 35 ans, Mathieu, hein, c'est ce que vous me disiez quand on a préparé cet entretien. Mmh. Vous travaillez dans une entreprise du secteur aéronautique et puis Oui. il y a 2 ans et demi, vous avez été diagnostiqué Asperger. Depuis cette date, bien évidemment, il s'est passé plein de choses, dont la publication à compte d'auteur de votre livre témoignage «C'est l'histoire d'un mec», d'un Asperger. Bah, vous voyez, moi, à chaque fois, je bute dessus. J'ai du mal à faire la dissociation entre les 2. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié et beaucoup aimé ce livre et c'est vrai que c'est rare d'avoir des témoignages de cet ordre-là et j'avais envie qu'on commence finalement de façon, chronologique, comme vous le faites, Mmh. vous dans votre livre, en partant de votre enfance, Mathieu, et en vous lisant, je crois que je me suis vraiment rendu compte et on peut vraiment le mesurer, que déjà tout petit, vous étiez différent et que cela vous avait créé énormément de détresse. Et j'avais envie que vous nous parliez peut-être de comment les choses se passaient à l'école, comment se passaient les relations aux autres et Mmh. puis ce que vous évoquiez comme des errances dans la cour de l'école. Ouais. Alors, en fait, effectivement, il y avait une certaine forme, de détresse, mais c'était pas une détresse, axée sur un repli, de soi. En fait, c'était vraiment une détresse, dans le sens où je vivais des choses, avec une intensité, vraiment qui me déconcertait en quelque sorte. Heu et donc pour en revenir sur le plan scolaire, effectivement, donc j'ai eu, toute ma scolarité, a été assez chaotique, disons que c'était ou tout l'un ou tout l'autre, un peu comme dans la gestion des émotions chez les personnes Asperger, c'est-à-dire que, heu, la courbe est jamais linéaire, c'est soit on est tout en haut, soit on est tout en bas. Bah, au niveau de mes notes, c'était pareil, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, je pouvais être, un excellent élève ou l'année suivante, je pouvais être très mauvais et ça s'expliquait pas forcément. Moi, la seule interprétation aujourd'hui que je peux avoir par rapport à ça, c'est la pédagogie qui était, transmise par l'enseignant, puisque, j'ai quand même identifié au cours de mon cursus qu'il y avait des enseignants avec lesquels ça se passait relativement bien et avec lesquels j'arrivais à avoir de bons résultats et c'est des enseignants qui avaient une approche atypique dans leur façon d'exercer leur métier d'enseignant et avec, ces enseignants-là, effectivement, je pouvais avoir, d'excellents résultats. Alors, à titre d'exemple, ça pouvait être, beaucoup d'ateliers ou, il y en a aussi qui nous favorisaient vraiment la recherche de l'information. C'est-à-dire que, ils nous demandaient pas, d'ingurgiter, entre guillemets «bêtement» des informations. C'était vraiment à nous de creuser et d'avoir une certaine réflexion sur la pédagogie et ça, je pense que c'est ce qui me plaisait le plus, en fait. C'est vraiment, cette partie de recherche d'informations. Et après, pour en revenir sur la cour, de récréation, effectivement,
Mais ça, à l'époque, moi, je m'en rendais pas forcément compte. C'est aujourd'hui quand je regarde avec mon œil d'adulte et la connaissance de cette particularité, bah, j'étais un peu errant, c'est-à-dire que j'appartenais pas forcément à un groupe bien défini et je passais d'un groupe à l'autre. J'imagine que des fois, il y a d'autres enfants qui devaient se demander ce que je faisais avec eux parce que je parlais pas toujours avec eux et je me postais là, voilà, donc, mais voilà, c'était juste pour ce sentiment d'errance dans la cour, ce que je pouvais dire par rapport à votre question. Quand on se repenche sur cette scolarité, Mathieu, est-ce qu'on peut parler d'ennui, d'un besoin d'être stimulé? Et puis Ouais. également, une chose aussi qui est assez frappante, mais qu'on retrouve, hein, d'ailleurs, chez de nombreuses personnes, Asperger, c'est aussi parfois un problème de compréhension des consignes. Mmh. Oui, oui, il y a ça effectivement. Alors, sur l'aspect compréhension des consignes, effectivement, enfin, j'ai quelques exemples et même encore aujourd'hui, à l'âge adulte, on pourrait en donner d'autres. Il y a un exemple qui parle assez en fait, et que j'ai mis dans le livre, c'est l'histoire du découpage du cercle en fait. Parce que lorsque j'étais en maternelle, la maîtresse nous avait demandé de découper en fait 3 formes, un carré, un rond et un triangle et elle nous avait dit: «Bah, il faut découper bien droit sur le trait». Et en fait, moi, je suis assez terre à terre, quoi. C'est-à-dire que moi, comment dire? J'ai une compréhension très très littérale des choses. Donc c'est-à-dire que couper bien droit pour moi, bah, fallait que ça soit, droit comme, bah, comme un stylo, par exemple. Et donc pour couper un cercle, effectivement, c'était très compliqué de couper bien droit. Donc du coup, le cercle était coupé un peu comme un panneau stop, heu et heu et j'arrivais pas à le couper droit, donc à chaque fois ça faisait des arêtes et donc j'essayais de recouper les arêtes qui recréaient elles-mêmes d'autres arêtes alors qu'en fait, il fallait, tourner la feuille, et ça je savais le faire en fait parce que des découpages j'en avais déjà fait, mais c'était juste que je me disais: «Mais mince, elle nous a dit de couper bien droit et j'y arrive pas» et je voyais que les autres en fait, avaient terminé et tout ça, ça m'a coûté en fait de rester en récréation parce que le l'ATSEM qui était là, pensait que, je le faisais peut-être exprès et du coup, j'ai été privé de récréation ce jour-là parce que je n'arrivais pas à couper mon cercle et ça avait quelque peu irrité bah, l'ATSEM qui était là, quoi. Donc effectivement, en termes de compréhension, on a une compréhension qui est différente et ça, c'est valable dans la vie, de tous les jours également. C'est que on comprend les choses, à notre façon. Des fois, ça peut donner naissance à des situations assez drôles. Juste récemment, par exemple, je discutais avec une collègue de travail et puis on parlait d'une personne qui était rentrée en relation avec moi et elle me dit: «Mais cette personne, elle t'a trouvé comment?» Et du coup, je lui dis: «Bah, elle a lu mon livre, elle a dit qu'elle avait adoré, qu'elle était, presque fan de moi et tout ça». Donc la personne, ça l'a fait rigoler. Sur le coup, j'ai pas compris. Puis après, elle me dit: «Non, non, mais c'était pas ça ma question». Elle me dit: «Comment elle a fait pour, entrer en contact avec toi? Par quel biais, en fait?» Et donc voilà, donc ça, c'est des exemples, qui sont drôles, quoi, mais Mmh. voilà. Mais quand on est enfant, c'est vrai qu'on comprend pas toujours, ce qui nous arrive. On subit des choses, on se dit: «Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal?» et alors que c'est juste une incompréhension et après Tu sur le passes, terme, tu passes néanmoins par de la punition quelque part finalement oui, et oui, des beh, j'ai en eu, ouais. fait, ça vient sans doute aussi, recogner sur c'est une sensation d'injustice. Ouais, il y a, après, un peu plus tard au collège, par exemple, je passais pour un élève plutôt nonchalant, et un peu mou et j'avais mes résultats scolaires étaient pas exceptionnels, on va dire et lors de la réunion parents-prof, il y a l'exemple dans le livre, hein, mais la prof d'anglais, bah, avait dit que j'étais mou, que j'étais nonchalant, que enfin c'est presque elle allait presque jusqu'à dire qu'on pourrait rien tirer de moi et puis mon père, lui, pour prendre ma défense, avait dit: «Bah, ouais, mais bon, il est au conservatoire, il fait de la guitare, il joue 40 heures de guitare par semaine, il est super bon dans ce qu'il fait et tout, et là, il fait des auditions, des évaluations, des petits concerts et tout ça et la prof, ça l'avait vraiment estomaqué, quoi. C'était vraiment exclamé en disant: «Quoi, Mathieu, avec sa nonchalance?» et donc il y a vraiment ce décalage qui se crée, c'est-à-dire que, beh, je pense qu'on dégage une image, erronée par rapport à la personnalité qu'on a et la personne qu'on est vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'arrête aux apparences, on va croire qu'on est des personnes un peu molles, un peu introverties et cetera. Alors qu'en fait, faut prendre le temps aussi de s'intéresser aux gens et ça, c'est valable pour tous les individus. Il faut jamais juger, trop rapidement les gens et il faut prendre le temps de les connaître
Et donc voilà, donc il y a plein de situations comme ça effectivement qui peuvent être frustrantes parce qu'on me dit: «Mince, on me prend pour un incapable», alors qu'en fait, je suis capable de faire plein de choses. Oui, tout Et à fait. Et là, vous illustrez bien, en fait, cette notion de multipotentiel, qui est souvent d'ailleurs, inconnue parce qu'on a aussi beaucoup affaire, à des personnes à tendance introvertie qui ont en général, qui vont pas beaucoup, nécessairement se vanter ou parler de c'est ce qu'ils ça, font, de ce qu'ils font à côté. c'est ça. Alors, il y a eu cette phase de l'école, maternelle, il y a eu le collège, là, dont vous venez de nous parler. Et puis, vous avez, continué quand même à faire des études, et vous êtes parti sur des études professionnelles, avec un BEP, un bac pro, Mmh. et puis une entrée dans la vie professionnelle qui, n'a pas été simple, que vous racontez aussi d'ailleurs avec humour, avec des choix de métier ou avec le recul, j'imagine qu'aujourd'hui pour vous c'est clairement des choix qui étaient enfin des métiers qui étaient pas nécessairement adaptés. Ouais. Hem, Est-ce que vous avez envie de dire un mot justement sur ces études, qui ont suivi cette période de collège? Bah, en fait, moi, j'ai choisi la filière professionnelle parce que j'avais besoin de moi, je suis quelqu'un qui a besoin de choses concrètes et j'ai essayé, hein, j'ai fait une seconde générale, ça ne l'a pas fait du tout parce qu'on brasse des chiffres, on avale, des quantités d'informations et sans voir, forcément à quoi ça va nous servir derrière. Alors que dans une filière professionnelle, on apprend tout de suite un métier, on a tout de suite, de la pratique et ça, moi, c'est vraiment quelque chose, je suis quelqu'un de très manuel et j'adore vraiment tout ce qui est création, etc. Donc, j'ai fait un BEP électronique et puis j'ai fait un bac pro dans le dépannage télé, hi-fi, informatique, électroménager, tout ça. Et donc, moi, vraiment, j'aime vraiment ce moyen d'étudier qui est vraiment riche, qui a été riche pour moi et une très bonne expérience. Et après, par la suite, donc, j'ai travaillé effectivement. Et j'ai choisi après de reprendre mes études par la voie de l'apprentissage en faisant un BTS par alternance. Et ça aussi, ça a été une très bonne expérience. Et Oui, alors vous racontez d'ailleurs dans votre livre, c'est une expérience qui était, dans la réparation-vente de matériel, oui, hem et vous avez trouvé finalement des façons peut-être un peu originales de vous en sortir et de trouver un système qui vous convienne mieux, que ouais, celui qui était initialement, mis en place dans l'entreprise où vous étiez. c'est ça. Oui, en fait, mon premier métier, ça a été dépanneur électroménager. Donc, j'avais un camion et je me déplaçais du coup au domicile des gens pour réparer tout ce qui était électroménager, que ce soit le four, le lave-vaisselle, la machine à laver, sèche-linge, ce que vous voulez. Et j'ai rapidement compris que ça allait être compliqué. Parce il faut discuter beaucoup avec les gens qui restent à côté la plupart du temps, qui veulent regarder. Et ça, moi, ça m'a tout de suite posé des problèmes. Et donc, bah, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'atelier, on avait plein d'appareils qui étaient pour pièces, en fait. Et avec plusieurs appareils, j'arrivais à en reconstituer un de fonctionnel. Et donc, j'ai recréé comme ça des petits appareils de prêt. Et donc, j'avais tout le temps dans mon camion, si j'allais faire des machines à laver, bah, je mettais une machine à laver pour prêter au client, en fait. Et si la panne était un peu trop longue à réparer sur place, et ben, je disais au client, écoutez, je vais emmener la machine à laver, je vous en laisse une en prêt, et puis je vous ramènerai votre machine à laver quand elle sera réparée, quoi. Comme Je ça, voudrais qu'on creuse un peu justement cette relation, aux autres, hein, et là où vous dites: «Voilà, j'ai trouvé un moyen finalement d'éviter d'avoir les personnes à côté de moi, de beaucoup leur parler». Est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement c'est quoi pour vous et ça se passe comment? Est-ce que c'était la notion en tout cas d'interaction sociale qui vous pesait? Est-ce que c'était le fait que d'avoir quelqu'un à côté, ça vous gênait? Est-ce que c'était les sons qui vous gênaient? Parce que quand on parle effectivement de syndrome Asperger, on parle d'hypersensorialité en général. Alors tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'hypersensorialité. Il y en a, c'est auditif, d'autres, ça va être visuel, enfin et cetera. Par contre, il y a quand même une ligne commune qui est, la difficulté d'interagir par moments socialement parce qu'on a du mal à décrypter, ce qui enfin, on a du mal à décrypter ce que veut dire l'autre. Alors est-ce que là, vous ouais. pourriez préciser peut-être ce qui était, finalement compliqué pour vous dans ce dépannage à domicile? Et ben, en fait, c'est un tout finalement. C'est-à-dire que déjà, moi, je suis pas quelqu'un de très doué pour faire la conversation. J'ai toujours eu du mal, mais j'y travaille de plus en plus, à comprendre, les intentions des gens.
Quand quelqu'un va dire quelque chose, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de la provoque? Est-ce que c'est bienveillant? Enfin, j'ai vraiment du mal. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, on arrive quand même petit à petit à, à enregistrer, on va dire, des situations avec des réactions potentielles et donc à en déduire que ça doit vouloir dire ça ou ça. Mais quand je ne sais pas, je m'appuie sur ma femme ou sur une personne de confiance pour essayer de décrypter un peu ce qui a pu se passer. Mais en tout cas, il y avait le côté effectivement où il fallait entretenir une relation. Et moi, l'un de mes problèmes, mais c'est pas un problème en fait, c'est que quand on répare un appareil, il y a une analyse à faire, une analyse de panne, etc. Et je ne peux pas faire deux choses à la fois. Donc, quand je suis concentré sur quelque chose, si on m'interrompt toutes les 30 secondes pour parler de la pluie et du beau temps, ça va m'empêcher en fait complètement bah, de continuer mon analyse de panne en quelque sorte. Et ça, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus dur, quoi. C'est que pour pouvoir, et même aujourd'hui, euh, quand je dois écrire un message ou quelque chose, si j'ai quelqu'un derrière moi qui regarde ce que je fais, je fais un blocage complet, je ne peux pas le faire en fait. Ça me coupe toute mon inspiration ou toute ma capacité à exercer en fait. Oui, donc besoin en fait d'être dans un univers de travail, là pour le coup, et c'est vrai pour vous, mais je crois que c'est vrai sur une tendance assez générale pour beaucoup d'Asperger en tout cas, c'est d'avoir un endroit où on est au calme C'est ça. et où effectivement vous pouvez davantage vous concentrer et être aussi à l'abri de surstimuli, qu'ils soient sonores, visuels, ou autres. Donc finalement, vous reprenez vos études, vous partez faire donc ce BTS, puis vous changez de métier? Oui. Puisqu'aujourd'hui vous êtes dans enfin vous avez été en tout cas longtemps, là je sais que c'est en une phase encore où ça il y a encore des choses je crois qui sont en train de bouger, mais vous avez pris donc la voie de l'informatique. Oui, oui, du coup, je travaille dans une entreprise aéronautique, mais je suis support informatique sur le logiciel qui pilote tout dans l'entreprise. Et donc, j'ai fait le choix de reprendre mes études avec ce que donc, j'ai connu deux petites entreprises dans des conditions assez compliquées, hein. Le monde de la petite entreprise, c'est pas tout rose. Enfin, moi, je faisais des heures supplémentaires qui étaient jamais payées. C'était très compliqué. Mmh. Et j'ai repris mes études avec l'ambition de dire, je veux rentrer dans une grosse société. Et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire en reprenant mes études et en étant embauché dans l'entreprise qui m'avait accueilli pour faire mon apprentissage. Et donc, j'ai été embauché en 2013 en tant que support informatique sur le logiciel du coup qui gère tout dans l'entreprise. Et là où le côté Asperger, je pense, a été vraiment important pour moi et là où j'ai réussi à en tirer profit, c'est que quand je suis arrivé dans l'entreprise, donc moi j'ai fait mon apprentissage et j'étais pris en intérim en 2011. Et c'était le moment où on changeait de logiciel informatique en fait. Et donc, moi, je connaissais pas du tout ce système informatique. D'ailleurs, mon chef de l'époque avait eu énormément de difficultés à me faire recruter en tant qu'intérimaire, puisque les intérimaires étaient pris à cette époque-là parce que on avait besoin de renforcer les équipes, vu qu'on était en pleine bascule et changement de système informatique, ça créait de la surcharge de manière temporaire. Et la condition pour être pris, c'est qu'il fallait avoir travaillé sur le logiciel en question. Et moi, j'avais jamais travaillé dessus, je ne savais même pas ce que c'était. Et mon manager de l'époque avait convaincu les RH en disant oui, mais il va pouvoir nous aider parce qu'il fait de la programmation, il se débrouille bien avec l'informatique et c'est sûr qu'il va pouvoir nous aider, quoi. Et donc, je suis arrivé j'ai réussi à être pris en intérim et donc, on m'a donné des supports de formation sur le logiciel et je m'y suis mis tout seul dans une salle. J'ai manipulé, j'ai fait les procédures en long, en large, en travers et puis ça a suscité la curiosité parce que je pense que j'ai un mental qui comprend assez bien l'informatique. Et en fait, très rapidement, on va dire en quelques semaines, voire quelques mois, si on veut être un peu plus modeste, j'ai rattrapé tout mon retard et j'ai même dépassé les personnes qui étaient en place sur le logiciel depuis plusieurs années pour la préparation du changement, etc. Donc j'ai réussi à accumuler énormément de connaissances en très peu de temps, et uniquement par ma curiosité et mon auto-formation finalement. Et ça, c'est une qualité que j'ai toujours eue. C'est-à-dire que quoi que je décide d'entreprendre, ben, je m'investis dedans et je me donne les moyens d'aboutir finalement. Parfois, ça peut être dangereux parce que la santé aussi peut y laisser des plumes, mais voilà. Oui, d'ailleurs, vous l'expliquez et moi je le retrouve, hein, chez certains certaines des personnes que j'accompagne et c'est aussi cette,
cette difficulté parce que ça vous rend aussi par moments malade, que ce soit, certaines réunions avec des gens inconnus ou des déplacements également qui sont, problématiques et compliqués, qui ont un impact en termes de stress, extrêmement important, pour vous et on peut bien imaginer qu'effectivement, à la longue, ça devienne, quelque chose qui use beaucoup trop et qui impacte votre santé. Ouais. Ouais, mais en fait, depuis tout petit, j'avais souvent mal au ventre, et cetera et ça m'a suivi et ça s'est même, accentué à l'adolescence, c'est-à-dire effectivement que, certaines réunions, ça va me donner mal au ventre et je vais être obligé d'aller aux toilettes et je vais être coincé aux toilettes, parce que ça voilà, pour être clair, ça fait comme la gastro, hein et ça, c'est le fruit du stress qui génère ça. Il y a les déplacements, effectivement, j'ai fait des déplacements alors même, le simple fait de partir en vacances, avec ma femme, c'est compliqué, il faut le préparer et il faut, que ma femme soit patiente et bien constituée parce que, ça ne se passe pas toujours comme prévu, justement à cause de la fatigue, à cause, de tout ce que le stress peut déclencher. Heu et les déplacements professionnels, c'est pareil, enfin, je raconte dans mon livre, plusieurs choses, notamment une journée que j'ai été passer au salon du Bourget avec des collègues de travail où je passais tout mon temps aux toilettes, en fait, parce que, bah, moi, j'étais content d'être là-bas, mais mon corps, il arrivait pas à suivre et c'était trop compliqué, pour mon corps à gérer. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez compliqué et il y a aussi le surinvestissement, dans les activités, que ce soit dans des loisirs ou au travail. C'est-à-dire que quand, je m'intéresse à quelque chose, je vais effectivement pouvoir m'y intéresser en oubliant presque de manger, de boire, d'aller aux toilettes, parce que je vais être plongé et complètement en immersion et ça devient presque obsessionnel. Il faut que je collecte un maximum d'informations, il faut que j'enrichisse mes connaissances, et cetera. Hem et par contre, le revers de la médaille de ce fonctionnement-là, c'est que le corps, au bout d'un moment, il finit par se faire entendre parce qu'on n'est pas des machines et donc il m'est arrivé effectivement, de rester parfois alité plusieurs jours, que ce soit pour un loisir ou pour du travail, parce que j'avais trop donné en fait et je me suis surinvesti pendant plusieurs jours et derrière, bah, le corps il en peut plus, c'est le ventre, c'est le cœur qui cogne dans tous les sens et cetera, quoi. Oui, d'ailleurs, vous évoquiez là, quand on en avait parlé, ce métier que vous avez aimé en fait de programmer, de tous ces aspects programmation, qui est un centre d'intérêt, mais qui lui justement a tendance à vous rendre de mauvais services en vous entraînant dans Mmh. quelque chose un petit peu qui ne s'arrête jamais et aujourd'hui, bah, vous avez aussi revisité cela. Oui. Alors en fait, la programmation, j'ai commencé à taper mes premières lignes à l'âge de 7 ans. Et Mmh. j'ai toujours cultivé cet intérêt parce que ça me plaisait bien, je trouvais ça intriguant presque et à l'adolescence, j'ai compris que ça me servirait un jour, donc j'ai continué toujours à bricoler des trucs, sans intérêt, mais en tout cas, je programmais des choses. Et effectivement, arrivé dans la vie professionnelle, j'ai tout de suite vu, et même quand j'étais dépanneur électroménager, je trouvais le moyen de développer des petits logiciels pour m'aider, dans mon travail, dans le calcul des devis ou des choses comme ça. J'ai été vendeur dans une boutique après effectivement, ça c'était mon deuxième job et pareil, j'avais fait un petit logiciel, pour, imprimer automatiquement des étiquettes avec une base de données pour gérer les produits, les prix et cetera. Enfin bon et aujourd'hui dans mon activité, dans l'aéronautique, j'ai aussi mis à profit ces compétences, de programmation, et parce que je suis pas tout seul, hein, la programmation c'est bien, mais si on n'a pas des collègues qui expriment des besoins et avec qui travailler, je ne ferai pas grand-chose et donc j'ai réussi à travailler avec, plusieurs collègues, heu et on a réussi vraiment à créer de belles choses, avec des outils mis en place qui offraient des gains vraiment, conséquents, en termes de gains de temps, hein, parce que le but de ces outils informatiques, c'est de réduire au maximum, les actions inutiles. Ça, c'est pareil, c'est une aptitude que j'ai, c'est-à-dire que quand je vois un processus, quand quelqu'un va m'expliquer, par exemple, la manière dont il fait son travail, je vais rapidement voir, créer je sais pas, ça crée des liens, en fait, dans mon esprit où je me dis: «Ouais, mais ça, OK, ça, on peut peut-être le faire différemment» et que c'est enfin mon avantage aussi, c'est que j'ai une connaissance assez générale de ce que tout le monde fait dans l'entreprise et du coup, je peux mutualiser des besoins. C'est-à-dire que si je vois qu'une personne, elle fait une action, mais qu'il y en a 3 autres qui la font aussi, bah, on va peut-être enfin, je vais être obligé de dire: «Bah, ça sert à rien que tout le monde fasse 3 actions identiques chacun dans son coin, autant qu'on la fasse qu'une fois et que ça profite à tout le monde». Donc ça, c'est vraiment, une compétence que j'ai et que j'arrive
à mettre à disposition des collègues. Mais le souci que j'ai avec la programmation, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre quelques distances avec cette activité parce que j'arrive pas à me limiter. C'est-à-dire que c'est véritablement comme une drogue pour mon cerveau, il m'en faut toujours plus. C'est vraiment comme quelqu'un qui veut sa dose et c'est-à-dire que quand si là on me dit, bah écoute, on veut que tu nous développes un petit outil informatique, je ne vais pas enfin, je vais partir de mes connaissances de la fois d'avant, mais je ne vais pas m'endormir sur mes lauriers. Je vais dire, bah la fois d'avant j'avais fait ça comme ça, comment je pourrais faire encore mieux? Et à vouloir toujours chercher à faire encore mieux, etc., on finit par s'épuiser parce qu'à un moment donné, bah, on stagne parce que les compétences sont de plus en plus difficiles à acquérir et on finit par se ruiner la santé finalement. Donc Donc aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez aménagé votre poste, vous fonctionnez différemment, je crois. ouais, ouais, bah en fait, moi je me suis engagé avec mon entreprise à maintenir les outils que j'ai mis en place depuis mon entrée dans l'entreprise. Et par contre, pour en créer des nouveaux, aujourd'hui, j'ai mis une réserve et je ne souhaite pas en faire pour l'instant, hein. Je dis pas que je pense, j'ai bon espoir de trouver un moyen de me raisonner. Alors le moyen que j'avais eu de me raisonner, à un moment donné, j'ai eu un apprenti et un intérimaire avec moi qui était sous ma responsabilité, puisque c'est moi qui pilotais toute leur activité, leur charge, etc. Et là, en fait, j'ai rapidement compris que bah, ça m'aidait bien parce que c'était après mon diagnostic et donc je savais déjà que la Mmh. programmation, ça me générait des choses sur le plan physique, sur le plan santé qui n'étaient pas forcément euh, correctes pour moi. Et donc, dès que je sentais que je voulais faire quelque chose, mais que j'allais partir trop loin, bah, j'expliquais, je dis voilà, il y a ça à faire. Est-ce que tu te sens de le faire? Et puis, souvent, ils disaient oui et parce qu'ils étaient de bonne constitution, et ils le faisaient à leur manière, peu importe, effectivement, on aurait pu faire 10 fois mieux, mais au final, l'utilisateur, lui, il s'en rend pas compte et ça marche tout pareil. Et donc ça m'a vraiment rendu service et ça m'a permis de voir aussi que j'étais capable de déléguer euh, parce que, euh, parce que je suis quelqu'un de très exigeant en fait avec moi-même, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas ce niveau d'exigence avec les autres. Donc ça, c'est important aussi et ça a été une belle expérience pour moi parce que bah, j'accepte le travail que les gens font tel qu'il est et ce qui compte, c'est la finalité, voilà. Finalement, il y a des collègues avec qui ça a toujours plutôt bien fonctionné, on va dire. Mm. D'autres avec qui, comme tout le monde, hein, on a tous des gens avec qui ça fonctionne mieux que d'autres. Je ne sais pas, est-ce que du coup, vous arrivez, vous, à ce stade, à se dire, est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens finalement avec lesquels ça se passe bien? Est-ce que c'est parce qu'il y a une écoute, une meilleure? Mais oui, je pense que ça passe par là. Je pense qu'il faut pas. C'est comme avec les enseignants avec qui ça avait bien fonctionné, hein. Je pense que Mmh. c'est aujourd'hui, moi, les gens avec qui j'arrive vraiment à travailler, avec qui on arrive vraiment à faire de belles choses, c'est des gens qui sont très patients, qui ont une intuition aussi parce ils ont rapidement compris que il y avait entre guillemets un potentiel exploitable, et il n'y a rien de péjoratif dans le mot, hein, mais que Mmh. je pouvais apporter des choses, et donc ils ont fait l'effort de travailler avec moi. Et ça n'a pas toujours été simple, hein. Je raconte à un moment donné une collègue un moment qui était partie un petit peu en colère en disant ah t'es vraiment pas facile et tout parce que voilà on n'était pas d'accord sur un truc. Mais il n'empêche que et c'est ça en fait, qui nous manque aussi, dans la société en général et dans le monde de l'entreprise. C'est de la tolérance tout simplement. C'est de se dire: «Bah, voilà, la personne elle a l'air un peu «ours» entre guillemets», mais pour autant, peut-être qu'elle peut nous apporter quelque chose et donc on va prendre le temps de se faire notre propre opinion, sur nous-mêmes, quoi. Donc une ouverture d'esprit finalement C'est qui fait ça, c'est que la rencontre ça. se Et fasse. ça, clairement, dans la société aujourd'hui, ça nous manque cruellement, je pense. Mmh. Donc, Et puis arrive ce diagnostic. Alors je sais que Anaïs, votre épouse, elle n'y est pas pour rien, hein. Elle est en coulisses, mais elle vous a beaucoup accompagné tout le temps. Et puis, bah, voilà, ce diagnostic, arrive, et vous entamez tout un tas de démarches et en particulier dans la sphère du travail, mmh, et vous faites même d'ailleurs avec la complicité, je crois, de l'infirmière du travail, vous faites même le choix de faire intervenir une association spécialisée dans le maintien dans l'emploi des autistes Asperger. Vous pouvez nous ouais. raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait justement que vous êtes,
vous êtes rentré dans cette démarche-là qui est certainement pas évidente, hein, Ouais. pour n'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de compliqué. Ouais, bah, en fait, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai entre guillemets «pas fait pour le plaisir». Je l'ai fait parce que j'étais en souffrance et j'étais en difficulté. Pourquoi? Parce que, moi je suis support informatique dans une entreprise aéronautique et je faisais partie d'un service et à un moment donné, il a fallu, libérer de la place parce qu'il y avait des personnes à intégrer dans le service, des nouvelles personnes et la seule personne qui était facilement, déplaçable ou transposable ailleurs, c'était moi. Parce qu'en fait, effectivement, je travaille dans l'informatique. Moi, j'ai pas besoin d'être au plus proche de l'atelier, etc. Et donc, on m'a changé de bureau une première fois. Donc, j'étais en open space où on était une dizaine, je crois. Donc, c'était assez compliqué. Mmh. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais enfin, je travaillais souvent avec des boules caisses où je m'isolais en salle de réunion quand il y avait des salles de libre, ou si je trouvais pas de salle de libre, j'allais carrément m'enfermer dans les toilettes avec l'ordinateur portable et puis je travaillais depuis les toilettes, quoi, tellement je pouvais plus supporter le bruit. Là, on est Euh, bien dans ce que vous évoquez, Mathieu, on est bien dans cette problématique d'hypersensorialité dont oui, on a parlé, on en a parlé rapidement au démarrage. Donc c'est mm, effectivement, ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être les odeurs, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et là, encore une fois, chaque personne est différente, sur cette thématique-là. Il y en a qui les cumulent, d'autres, moins. Mais en tout oui. état de cause, c'est vrai que d'une manière générale, le son, pose un problème, effectivement. Oui, moi le son, effectivement, c'est surtout effectivement les bruits inutiles ou les Mmh. discussions, enfin tout ça, ça finit Oui. par épuiser et on s'en rend pas forcément compte, mais ça nous pompe de l'énergie. Mmh. Et donc j'ai eu un premier changement de bureau où là, après, j'ai été dans un bureau où j'étais vraiment au calme. Donc là, ça a été. Ah non, ah oui, entre-temps, on m'a mis dans le même bureau que mon père, parce que mon père travaillait dans cette entreprise. Et c'est pas très judicieux de mettre le père et le fils dans le même bureau parce que même si j'aime beaucoup mes parents, je pense qu'on n'est plus fait pour vivre ensemble à un moment donné. Et donc j'ai mal vécu ce changement, mais voilà, c'était comme ça, il n'y avait pas le choix. Donc j'ai travaillé pendant quelques mois avec mon père à côté. Et donc là déjà ça m'avait mis j'étais pas bien de ce fait, mais aussi de ce changement dans mes habitudes. C'est-à-dire que moi j'allais jusqu'à maintenant, depuis tout le temps, j'allais au même endroit et avec des collègues que je connaissais bien. Et on avait des habitudes, il nous arrivait de prendre des pauses, etc. Et quand j'ai changé de bureau, eh bien, j'avais perdu un peu cette routine et ça m'a complètement déstabilisé. Et j'ai même fait de la dépression en fait suite à ça. Mmh. Et oui, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre avis dans les entreprises? Parce que Judith comme moi, nous, on est beaucoup aussi sur ce champ-là. On accompagne toutes les 2 des personnes qui ont des différences ou pour mm. certaines qui ont aussi des handicaps visibles ou pas. Hem, Vu de votre fenêtre à vous, c'est quoi le plus gros problème, la plus grosse difficulté? Est-ce que justement la C'est notion de handicap invisible, vous la ressentez? Heu, Ouais, ouais, je la ressens. En fait, ça déstabilise les gens. Juste peut-être, on pourra en revenir, vu que là, j'étais parti à expliquer oui, le, allez-y, le continuez. cheminement de pourquoi on a fait intervenir Oui, une tout à psy fait. spécialisée et tout ça. Mais en gros, il y a eu un premier changement de bureau. Après, on m'a mis dans un bureau où j'étais vraiment très au calme, donc j'étais super content. Le diagnostic est arrivé à ce moment-là parce qu'après, j'avais d'autres soucis, voilà, parce que euh, quand on est un Asperger qui s'ignore, ça, je pense, ça finit par poser des problèmes dans son couple, dans la vie quotidienne. Donc voilà, moi j'ai été poussé vers le diagnostic un peu aussi bien par le contexte professionnel devenu difficilement supportable, mais aussi par ma femme pour qui moi j'étais devenu difficilement supportable. Euh, et donc le diagnostic est arrivé à ce moment-là, et à cette époque, il était question de me rechanger de bureau pour me remettre proche de l'atelier avec du passage, du bruit, etc. Mmh. Et le diagnostic est tombé sur cette période-là où j'étais d'ailleurs en arrêt maladie parce que j'en pouvais plus. Et donc quand j'ai repris le travail avec une lettre d'une psy spécialisée en TSA qui expliquait simplement ce qu'il fallait mettre en place, des choses très simples, hein, privilégier les contacts par email. C'est ce que je m'évertuais à demander aux collègues depuis des années, mais voilà, ils avaient du mal à comprendre pourquoi il fallait exprimer le besoin par mail, parce que pour eux, un coup de fil c'était plus simple, ou même débarquer dans le bureau c'était encore plus simple, sauf que moi ça me posait énormément de problèmes, et ça depuis des années.
Donc, il y avait privilégié le contact par mail, un bureau calme, avoir une mission clairement définie, parce qu'à cette époque aussi, le contexte était incertain au niveau de mon poste. Et donc, je ne savais pas trop où j'allais. J'entendais des bruits de couloir, des discussions qui disaient que j'allais être attaché à un autre service au niveau logistique. Et du coup, moi, je ne faisais pas de logistique. Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de, entre guillemets, manigancer? Et donc, j'ai annoncé mon syndrome avec cette lettre-là. Et donc ça a gelé mon changement de bureau, parce qu'ils ont quand même dit, voilà, il y a quand même eu une réaction, c'est qu'ils ont dit attention, bon bah on va voir ce qu'on peut faire. Euh, mais ça n'a pas arrangé les choses, et il s'est rien passé, on va dire, à part on m'avait dit on gèle pour l'instant le changement de bureau, mais de toute façon il faudra que tu partes parce qu'il faut libérer les locaux, et ça peut tout à fait se comprendre. Euh, mais il s'est rien passé pendant au moins 6 mois, et donc l'infirmière effectivement était un peu bah, elle savait pas trop quoi faire pour m'aider, et donc elle a effectué des recherches sur Internet, et c'est là où elle est tombée sur une association spécialisée dans le maintien dans l'emploi des personnes autistes Asperger. Et donc dans ce cadre-là, ah oui, alors entre-temps, on m'a dit, si tu fais pas la reconnaissance de travailleur handicapé, tu seras jamais pris au sérieux. Donc j'ai fait la fameuse RQTH qui m'a été attribuée, et donc grâce à la RQTH, on a réussi à faire intervenir une association spécialisée. Donc c'est une psy spécialisée dans le syndrome d'Asperger qui est venue. Donc on a fait un collectif, donc on a rassemblé en salle tous mes collègues, donc il y avait peut-être une quarantaine de personnes. Et donc, elle a expliqué les grandes lignes du syndrome, et comment moi je vivais le syndrome, et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, ou comment mieux travailler avec moi pour que tout se passe pour le mieux, en fait. D'accord. Quel conseil vous donneriez, vous, aujourd'hui, aux personnes qui viennent d'avoir leur diagnostic? Alors que ce soit par rapport à leur entourage, par rapport à eux-mêmes d'abord, bien évidemment. Au travail, vous en avez un peu parlé. Mm. Euh, Quel les conseil conseils que je, Ouais. les conseils que je peux donner, c'est il faut s'attendre à tout, en fait, quand on annonce ce syndrome, parce que quand on en arrive à un diagnostic tardif, euh, ça suscite beaucoup d'incompréhension chez les gens qui nous connaissent, ou qui pensent du moins nous connaître, parce qu'en fait, euh, le collègue de travail qu'on va voir une fois par semaine, ou les oncles et tantes qu'on voit 2 fois à l'année, ils pensent nous connaître, mais en fait, ils vivent pas avec nous, ils savent pas nos difficultés au quotidien. Et donc ça, c'est assez déroutant en fait quand on l'exprime, puisque les gens ne peuvent pas mesurer ce qu'on est en train de leur dire, ils ne peuvent pas le vérifier. Et ils pensent avoir une connaissance de ce qu'est le syndrome d'Asperger et ce trouble autistique. Et du coup, bah, soit ils partent sur leur connaissance en disant: oh, mais toi, t'es pas du tout comme ça. Moi, je connais un tel, il a son fils, et lui, par contre, ça se voit vraiment qu'il a quelque chose. Donc, et on part vraiment sur des clichés ou des choses comme ça. Et donc moi, le conseil que je peux donner, c'est préparez-vous à tout, au meilleur comme au pire. Euh, et d'ailleurs, sur des groupes, quand j'ai dit bah, je vais annoncer ça à l'entreprise, on m'avait dit: oh là là, attention, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux le faire? Tu te rends pas compte dans quoi tu te lances? Et moi, je m'étais dit de manière très naïve, mais pourquoi, si c'est bien expliqué, si c'est fait avec pédagogie, ça ne peut que arranger les choses finalement. Mmh. Et en fait, il y a eu ce collectif où on a sensibilisé les collègues, les managers, la direction, etc. Et en fait, le résultat n'a pas été celui que j'aurais pu espérer, du moins pas tout de suite. Et donc ça aussi, c'est un conseil que je peux donner, c'est de vous dire, si vous voulez essayer si au travail vous êtes dans une situation un peu délicate et que vous souhaitez faire arranger les choses, déjà, je pense qu'il faut se faire accompagner. Et c'est aussi de vous dire que ça peut prendre du temps, et que ça va pas être forcément tout blanc, tout magnifique comme vous l'espérez. Voilà, le monde idéal n'existe pas, au même titre que le monde de l'entreprise idéal n'existe pas non plus. Donc il faut s'armer de patience. Et donc moi, dans mon cas, par exemple, ce que je relève de mon expérience, c'est que ce collectif a permis, avec certains collègues, de fluidifier les échanges. C'est-à-dire que avant, je pouvais sentir vraiment qu'il y avait des points de blocage, ou des gens qui étaient un peu distants, ou qui des fois me parlaient jamais. Et à la suite de ce collectif, ils sont venus vers moi, on a discuté, et depuis ce jour-là, on arrive à travailler ensemble, ils viennent me solliciter, etc. Oui, donc ça a Après, permis oui. une avancée néanmoins. Alors effectivement, après ce que vous évoquez de la notion de temporalité, c'est vrai que en plus dans une grosse entreprise au sein de laquelle vous vous trouvez, les processus sont toujours relativement plus longs.
parce que Oui, la taille de l'entreprise fait que, mais on est aussi, face effectivement à un syndrome qui est encore très mal connu. On parle du syndrome Asperger depuis une dizaine d'années seulement en France. Donc oui, on imagine bien que, y compris pour des structures et des organisations qui ont elles-mêmes se sont engagées à essayer de favoriser l'emploi et l'intégration de personnes, porteuses de handicap, eh bien, il y a la difficulté de la connaissance. Et puis entre le moment où on apprend des choses à travers une intervention d'un collectif comme vous l'avez évoqué, d'une association qui vient en parler, il y a toujours quand même un temps de latence et puis la difficulté aussi de le recontextualiser dans une relation au jour le jour et dans un ouais. environnement, de travail également. Donc oui, c'est un parcours qui peut être relativement long également. Mmh. Oui, effectivement. Et les entreprises aussi ont un devoir de protection des salariés, donc ils ont joué leur rôle. Voilà, enfin moi j'ai rien à reprocher de ce côté-là à l'entreprise qui a joué son rôle et son devoir de protection, mais du coup ils ont eu une réaction qui a été surdimensionnée par rapport, parce qu'en fait moi je demandais rien de plus que de travailler dans de bonnes conditions, et en fait ça a été un peu drastique et ils ont dit oh là là faut plus le déranger, faut le laisser tranquille et il faut plus rien lui demander quoi. En gros ça a été un peu ça. Eux, Et donc ils ont été dans le trop finalement. ouais, c'est ça. Et Mmh. du coup, bah, ça a posé d'autres problématiques puisque moi, petit à petit, je me suis retrouvé dans une situation où des collègues habitués à me solliciter, bah, ne le faisaient plus ou passaient par de tierces personnes ou alors ils essayaient de se dépatouiller par eux-mêmes dans le système informatique et finalement, ils aggravaient encore plus les choses et quand le problème avait grossi, s'était amplifié et que plus personne ne savait quoi faire, bah, ça venait forcément vers moi et là, moi, des fois, au lieu d'y passer 5 minutes, il m'est arrivé d'y passer 15 jours à démêler des problèmes informatiques parce que les gens ont pas voulu, et par souci de bien faire, hein, ont souhaité se débrouiller par eux-mêmes plutôt que de dire bah non, faut le laisser tranquille, etc. Et donc, moi, en fait, cette situation, je l'ai plutôt mal vécue parce que bah, je finissais presque par arriver au travail en me disant mais mince, qu'est-ce que je viens faire là? Quel est mon rôle? Et je souffrais aussi d'ennui quelque part au travail et ça m'a fait sombrer dans un bore-out. J'ai eu à une époque un burn-out où je me suis surinvesti, je faisais quasiment 2 journées en une. Là, cette fois-ci, j'ai connu le bore-out où là, vraiment, je suis tombé dans un état dépressif complet, à ne plus savoir quel était mon rôle et qu'est-ce que que je venais faire au travail. Et donc, j'ai été arrêté 10 mois, en fait, le temps de me restructurer, de remonter la pente. Et c'est pendant ces 10 mois, du coup, que j'ai finalisé l'écriture du livre et que j'ai fait la publication. Donc, ça a été aussi bénéfique. Et l'écriture du livre m'a beaucoup aidé dans le sens où, heu, en tant que personne Asperger, on a parfois une compréhension, un peu erronée des choses. C'est-à-dire qu'on interprète les choses souvent, mais ça aussi je pense que c'est typiquement humain. C'est-à-dire qu'on interprète les choses telles qu'on les a vécues et on sait que les personnes Asperger vivent les choses de manière très intense et donc la première version du livre était très rancunière envers l'entreprise et quand j'ai dit: «Bon, je vais le publier», je me suis posé des questions pour dire: «Mince, j'ai commencé à me dire: «Mais j'aime bien mon travail, j'aime bien mes collègues, ce serait quand même dommage que je me fasse virer pour un livre». Donc j'ai modifié certains passages et cette modification m'a permis de sortir de ma vision des choses et de me mettre à la place des gens dans l'entreprise et là, de me dire effectivement, ils avaient un niveau de compréhension, qui était le leur, ils ont pas voulu être méchants envers moi, ils ont pensé bien faire et cetera et donc c'est là aussi où ça m'a vraiment, ouvert les yeux et ça m'a apporté, beaucoup d'aide, cette modification du récit puisque ça a permis aussi de me dire: «L'entreprise elle veut pas du mal, elle me veut pas du mal à moi et il faut que je reprenne le travail» et par contre aujourd'hui j'ai repris le travail avec comme objectif de faire en sorte que cette expérience que j'ai pu vivre, ne se reproduise pas avec, d'autres salariés, neuroatypiques, que ce soit l'Asperger, que ce soit les troubles 10, ou tout ce qu'on veut en fait. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir une démarche et donc j'ai commencé à ouvrir des discussions avec la direction, avec, différents interlocuteurs pour, voir comment, demain on pouvait faire pour éviter que ça puisse, se reproduire avec d'autres personnes et donc ça fait partie
entre guillemets, d'une mission que je tiens à mener à son terme. Mais c'est pas, voilà, je souhaite pas prendre les armes et revendiquer. Je souhaite vraiment faire ça avec la direction et faire ça intelligemment, entre guillemets, pour dire voilà, il faut maintenant qu'on construise un monde meilleur pour demain. Et il sera jamais parfait, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et je pense que ça passe principalement par de la communication, Mmh. par de la pédagogie et expliquer que ben, enfin, on n'a pas besoin d'une. J'ai un collègue, il dit ouais, ils t'ont mis sous tutelle. À un moment donné, ils t'ont mis sous tutelle et effectivement, c'est le sentiment que ça pouvait donner, mais en fait, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'avoir un cadre de travail structuré, d'avoir un manager qui est capable de coacher, c'est-à-dire de nous dire voilà, il y a ça à faire, comment tu vois les choses, et de travailler en équipe aussi et de fixer une feuille de route. Et en cas de difficulté, eh bien, le manager, c'est aussi son rôle parce que moi, je sais que dans mon travail, je peux avoir des points de blocage. C'est-à-dire que je vais parfois bloquer sur des trucs tout bêtes, mais je vais bloquer pendant plusieurs jours. Genre là, ma responsable, elle m'a dit dernièrement, pour ce projet-là, il faut que tu chiffres le temps que tu vas mettre pour faire l'état des lieux dans les différents secteurs. Et sauf que je lui dis, bah oui, mais pour chiffrer l'état des lieux, il faut que je le fasse parce que je ne peux pas estimer à l'avance, je ne sais pas qu'est-ce que je vais découvrir, peut-être que ça va prendre 1 heure, peut-être ça va prendre 3 jours. Et ça, mais ça, cette réflexion-là, je ne l'ai pas eue tout de suite. Elle m'a dit, il faut que tu chiffres, voilà. Et elle est partie comme ça. Et donc moi, j'ai bloqué pendant 3 jours à me dire, mais mince, qu'est-ce que. Donc j'ai fait d'autres choses, hein, bien sûr. J'ai pas regardé mon tableau Excel pendant 3 jours, mais ça trottait dans ma tête en me disant, mais mince, 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 comment je vais faire? Et à un moment donné, elle est repassée me voir. J'ai dit, écoutez, là, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Et donc là, bah, elle m'a expliqué, ouais, bah, c'est pas grave. Tu estimes vraiment, vraiment, si c'est 0,5, si c'est un jour. Après, même si c'est plus, c'est pas grave. C'est juste pour donner une ligne directive, mais en fait, c'est juste des prévisions. C'est comme la météo. Des fois, on dit qu'il va faire nuageux, et puis en fait, il fait de la grêle, et puis. Il fait Donc, beau. mais Mmh. ça, c'est un côté effectivement qui est très compliqué pour moi, parce que moi, je suis très pragmatique, c'est-à-dire que c'est noir ou c'est blanc, c'est pas gris, et Mmh. donc avec des besoins comme ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés. Oui, mais en même temps, ce que vous dites bien, c'est que certes, vous essayez aujourd'hui de faire comprendre, beaucoup de choses, mais qu'en même temps, voilà, on vit aussi ensemble et que j'ai envie de dire, la communication peut se faire dans les 2 sens et qu'on peut tous, à un moment donné, faire un pas de côté, pour aller à la rencontre de l'autre et finalement s'ajuster dans les 2 sens et ça, c'est effectivement, je pense, ce qui permettra de faire avancer les choses. Je Mm. voudrais revenir sur un point qu'on a peu abordé. Dans la dimension Asperger, il y a une dimension multipotentielle. Hem, Mhm. Ce sont ces centres d'intérêt qui peuvent être multiples, qui parfois d'ailleurs virent à l'obsession chez un certain nombre de personnes. Il y en a qui sont des collectionneurs, presque fous d'un certain nombre de choses et qui ne le lâchent jamais. Vous vous intéressez à beaucoup de choses. Votre papa en avait parlé à votre institutrice, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc il y avait, la musique, Mm. hein, qui est une part importante de votre vie. Il y a la Ouais, photo, je crois. Hem, ouais. Mm. j'ai cru comprendre aussi que vous étiez le MacGyver, la personne qui est en capacité d'à peu près tout réparer. Ça vous apporte quoi finalement ces différents, focus sur, des choses qui sont beaucoup de l'ordre de la créativité quand même là? Ouais, ça m'apporte, alors à une époque, ça m'apportait plus de soucis qu'autre chose parce que quand on est effectivement un petit MacGyver, bah, il y a tout le temps Pierre Paul Jacques qui veut faire Ah réparer, sa télé, son appareil et cetera. Et en fait, à une époque, je me suis dit: «Mais mince, en fait, je suis en train de passer tout mon temps à réparer des choses pour les gens, mais moi, je vis pas ma vie». Donc j'ai coupé court aussi à tout ça, à un moment donné parce que j'ai dit: «C'est quand même dommage», moi j'ai parce qu'en fait, moi, je faisais ça parce que je suis de bonne constitution, mais j'aurais aimé aussi faire d'autres choses et effectivement, je n'ai pas qu'un seul centre d'intérêt mmh. et qu'est-ce que ça m'apporte? Je pense que ça me permet, de me rassurer, de me libérer l'esprit aussi parce que j'ai la tête qui arrête jamais de réfléchir et quand je me plonge dans certains centres d'intérêt, ça permet vraiment de penser à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire à l'instant T. Ça Donc ralentit le cerveau en fait, quelque part, ça fait un peu ouais, comme appuyer sur le bouton pause. ouais, ouais. Par exemple, je sais que je tricote depuis que je suis enfant et je tricote encore aujourd'hui et le tricot, c'est quelque chose, qui, je sais pas pourquoi, peut-être que ça me demande, énormément de concentration et que du coup, c'est pour ça que je pense à rien d'autre. En tout cas, le tricot, m'aide beaucoup
Mais après, il y a plein de choses, quoi. Et juste, voilà, aujourd'hui, euh, dans mes activités aussi, je recherche de plus en plus la simplicité, c'est-à-dire que je fais de la photographie effectivement, donc j'ai commencé par la photographie numérique, mais en fait, je me suis rendu compte que le numérique c'est bien, mais ça ouvre trop de portes aujourd'hui avec Photoshop et tout ce que vous voulez, c'est on va vers l'infini. Et donc aujourd'hui, je me suis rabattu sur la photographie argentique en noir et blanc, où bah, je mets des pellicules, je développe mes pellicules et j'ai un appareil pour faire mes tirages papier. Et c'est aussi thérapeutique pour moi parce que ça me permet d'accepter l'imperfection. Parce que bah, effectivement, s'il y a une poussière qui s'est glissée, et bah, la photo, elle n'est pas parfaite, mais il faut apprendre à l'accepter aussi. Et c'est ça aussi que j'ai appris après le diagnostic, c'est que la perfection n'existait pas et que ça servait aussi à rien de vouloir l'atteindre. Alors là, c'est un peu un combat contre moi-même, mais j'essaye vraiment de relativiser de plus en plus et de prendre du recul sur tout ça parce que ça sert à rien de se rendre malade, d'attraper mal au ventre ou de rester au lit 3 jours pour quelque chose finalement que personne va voir parce qu'en fait, et ça aussi, c'est que j'ai le souci du détail et souvent quand je fais quelque chose, je vois que les imperfections et les gens me disent oh non, mais c'est nickel. Je dis ouais, mais si, regarde là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, les gens, ils le voient même pas. Mm. Mais moi, ça m'oppresse finalement. Bien sûr. Donc le but, c'est aussi de réussir et j'y arrive de plus en plus et ça m'aide vraiment à trouver l'apaisement, quoi. C'est super. Et puis, il y a une question moi, que j'avais envie de vous poser parce que encore, on a des personnes Asperger, du moins en accompagnement. Et puis, il y a souvent ce grand point d'interrogation de la vie de couple. Parce Mhm. qu'il y en a un certain nombre auxquels je pense qui se disent non, non, c'est pas possible, je l'imagine même pas, et qui quelque part renoncent finalement à avoir une vie de couple. À contrario, j'en connais aussi qui sont dans votre cas et en l'occurrence qui ont des conjoints assez exceptionnels. Hem, Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne, la vie de couple avec un Asperger? Euh, Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément il y a pas forcément besoin de plus de choses que dans un couple classique. C'est-à-dire il faut être à l'écoute des deux côtés. Il faut que les deux personnes soient à l'écoute l'une envers l'autre et qu'il y ait un respect et en fait, les deux doivent être capables de faire des concessions aussi sur les choses. Ça, c'est très compliqué pour moi, mais parce que quand je suis plongé dans une activité et puis que ma femme me dit bah là t'arrêtes maintenant, je veux qu'on passe du temps ensemble, quelque part c'est frustrant. Mais quelque part aussi c'est un remède parce que ça permet d'éviter que je passe une nuit blanche et puis que le lendemain je puisse pas me réveiller pour aller au travail. Enfin bon, donc je pense que la vie de couple en tant qu'Asperger est possible. Après, il faut vraiment tomber et trouver la bonne personne avec qui Mmh. on va s'entendre. Et pour que ça fonctionne, il faut s'écouter et il faut communiquer. C'est surtout ça, c'est la communication aussi. Anaïs, ma femme, m'a appris beaucoup de choses depuis le début où j'ai rencontré. Elle m'a appris à verbaliser mon état parce que jusqu'à maintenant, je subissais, enfin, jusqu'à avant sa rencontre, je subissais quelque part mes émotions sans comprendre moi-même ce qui se passait et pourquoi j'étais dans tel ou tel état. Et donc, elle avait besoin de comprendre. Donc, elle me disait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc je pense que le secret, c'est la communication, en fait, tout simplement. OK Mathieu. Moi ce que je pense c'est que les on va peut-être s'arrêter là dans notre échange stricto sensus à tous les 2 et peut-être regarder et revenir voir, Judith, pour voir s'il y a des questions. Bien sûr, il y a plein, plein de choses dans le livre de Mathieu et je vous invite vraiment à le découvrir, mais on va pas non plus tout dévoiler. Mais peut-être que Judith, toi de ton côté, il y a des questions? Oui, merci, merci beaucoup Mathieu. C'était vraiment très, très intéressant. Et là, c'est une ASPI de 62 ans qui a été découverte à 57 ans et qui passe son temps à accompagner des ASPI en entreprise. Et voilà, donc c'est très, très intéressant ce que vous avez dit. Et c'est vrai que une des questions principales, c'est dire ou ne pas dire en entreprise Mm. et Mmh. qu'il faut savoir comment ça va se passer, etc. C'est compliqué ça Ouais. de gérer ça et c'est vraiment au coup par coup. Mais c'est très, très intéressant aussi d'avoir son diagnostic parce qu'après, on prend vraiment possession de soi-même et c'est formidable. Alors, les questions. Il y en a une. Comment se passait le recrutement d'entretien et l'entretien d'embauche? Donc ça, c'est Sandrine qui pose la question. Alors en fait,
Rapidement, j'ai compris que, parce qu'effectivement, on dit souvent que les Asperger ne savent pas se vendre, etc. Moi, j'ai toujours réussi à prendre du recul sur les choses, c'est-à-dire que, je vais être un peu long dans ma réponse, mais à l'école, par exemple, tout le monde voyait le prof et disait, ouais, lui, il est chiant, lui, ceci, lui, cela. Et moi, je voyais pas le prof, je voyais un homme ou une femme qui venait jouer son rôle de prof. Et dans l'entreprise, pour moi, c'est pareil en fait. Je vois vraiment enfin moi, quand je vais au travail, je vois une pièce de théâtre se jouer sous mes yeux. Je vois des acteurs, je vois des personnes qui viennent prendre leur rôle. Je viens prendre la casquette manager. Je suis manager, mais quand je rentre chez moi, je suis comme tout le monde. Voilà, le directeur, c'est pareil. Et en fait, je vois vraiment ces choses-là. Et donc, l'entretien d'embauche. C'était vraiment, bah, je pense comme la plupart des gens, de toute façon c'est hyper anxiogène, hyper stressant, mais je rodais en fait mon discours et j'ai rapidement compris aussi qu'il fallait, alors c'est pas entre guillemets dire ce que la personne voulait entendre, mais qu'il fallait se mettre en avant. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que dans ma filière professionnelle, en bac pro, nos profs avaient fait venir justement un cabinet de recrutement pour nous entraîner aux entretiens d'embauche. Et donc ça a été un exercice excellent puisqu'ils nous ont donné des clés euh, pour trouver les mots justes le jour d'un entretien d'embauche. Donc, moi, je pense que j'ai réussi tous mes entretiens d'embauche, puisque j'ai pas postulé dans beaucoup d'entreprises, mais j'ai été pris à chaque fois. Donc, je donnais une bonne impression, en tout cas, et j'inspirais confiance quelque part. Donc, Mhm. je sais pas si ça répond à la question, mais. On va dire que oui. Hmm. Mathieu, une deuxième question. Y a-t-il une mission handicap au sein de votre entreprise? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a une mission handicap et qui est très cohérente et qui est très juste par rapport à nos besoins. Et ça, effectivement, il faut pas le renier, bien au contraire. Voilà, maintenant, on est, comme on le disait tout à l'heure, moi je suis dans un grand groupe qui emploie 80 000 personnes à travers le monde. Et donc, toutes les décisions sont très lentes, il y a une certaine inertie. Et donc, la mission handicap, elle est là, elle existe effectivement. La difficulté avec les handicaps invisibles, c'est qu'ils sont très difficilement compréhensibles par l'entourage professionnel et c'est ça qui pose le plus problème, je pense, en fait. Mais effectivement, il y a une mission handicap qui joue son rôle, mais qui a encore des choses à apprendre. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert les discussions avec des personnes justement de la mission handicap qui sont très sensibles au sujet. Et d'ailleurs, tous les interlocuteurs de l'entreprise sont sensibles à ce sujet de toute façon. Donc c'est déjà bien d'avoir une écoute et une oreille attentive. Et maintenant, il faut prendre conscience qu'on a encore du travail à faire et aussi j'ai remarqué quelque chose dans les entreprises, et là je vais parler de mon entreprise, c'est que souvent, quand on fait, entre guillemets, moi par exemple, si je prends mon cas avec mon bore-out que j'ai connu, si on peut se dire l'entreprise elle a commis une erreur quelque part parce qu'elle a surréagi et peut-être qu'on peut dire que c'est une erreur. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'en parle pas assez de ces erreurs-là et du coup, on peut pas apprendre de ces expériences et ça, je trouve que c'est bien dommage parce que moi, je travaille à Châtellerault, mais sur 80 000 personnes employées, il y a plein d'entreprises partout dans le monde. Et je pense qu'il y a plein d'autres Mathieu Beaulieu dans plein d'autres entreprises de mon groupe et que bah, ces cas ne sont pas recensés et qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est un tort. Je pense qu'il faut vraiment jouer la transparence parce que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et je pense que si on veut s'améliorer, il faut regarder justement le parcours de chacun. Moi, j'ai commencé à recruter entre guillemets des personnes atypiques qui travaillent dans mon groupe et jusqu'à maintenant, je ne suis pas tombé sur des personnes avec une bonne expérience lorsqu'elles ont choisi d'annoncer leurs différences. Donc, c'est-à-dire que ça a été des vécus un peu similaires aux miens. Donc, on a encore du travail là-dessus. Et juste dernier mot là-dessus, Judith disait tout à l'heure, faut-il le dire, faut-il ne pas le dire? En fait, les gens qui ne veulent pas le dire disent oui, mais si je le dis, j'ai peur d'être mis au placard, j'ai peur d'être catalogué, etc. Et en fait, aujourd'hui, bah, effectivement, ces peurs, malheureusement, elles sont fondées. Voilà. Et donc tout ça, il va falloir, et ça, c'est pas que dans le monde de l'entreprise, c'est dans la société en général, il va falloir communiquer et déstéréotyper aussi bah, ces différences pour qu'elles soient mieux comprises et qu'on arrête d'avoir peur de la différence. Enfin,
quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que là on parle de handicap, mais ça peut être une différence ethnique, religieuse ou tout ce que vous voulez. Il faut voir les individus tels qu'ils sont et apprendre à les connaître, et ensuite on se fait une opinion. Mhm. Si je peux me permettre de compléter ce que tu dis, Mathieu, par Mhm. rapport aux missions handicap, je travaille avec plusieurs grosses entreprises et avec les missions handicap de plusieurs grosses entreprises. En général, Mhm. ils n'ont qu'une envie, c'est de comprendre, de savoir, enfin, la responsable, le responsable, etc. Mais c'est difficile quand on n'est pas soi-même fabriqué comme ça. C'est très, Mm. très difficile de comprendre certaines choses. Surtout qu'avec notre handicap qui est tellement invisible, on est vraiment perturbant, je pense. Et comme tu l'as dit, c'est super important, la communication. Oser parler de manière factuelle et bienveillante, mais dans tous les sens. Et c'est bon pour des gens qui sont pas, enfin, qui sont comme ils sont, chacun a leur différence en fait. Donc la Oui, je question, crois que c'est vraiment la notion de différence invisible, effectivement, ouais. qui est complexe. On le voit dans tous les handicaps psychiques d'ailleurs également, qui sont bon, qui là pour le coup relèvent aussi de pathologies et de choses comme ça, et ça ne se voit pas. Et comment on fait quand on a affaire à des choses qui ne se voient pas et qui ne se comprennent du coup plus difficilement? Et puis il y a des fois le trop de gens qui veulent bien faire, qui veulent aider, mais qui au final vous assomment avec des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc je crois que c'est un ajustement aussi, et puis Oui. c'est de la parole qui circule. Et fondamentalement, je crois que quand même il y a des entreprises qui s'engagent dans des missions handicap et avec cette intégration-là, bah, il faut quand même utiliser ce qui est mis à disposition, parce que sinon on s'en sortira jamais. Oui, Mm. oui, Ne pas le dire et oui. ne pas utiliser ça, alors qu'on est malmené parce qu'on est différent et que les autres non plus n'ont même pas compris d'où venait le problème, c'est quand même ne rien dire, c'est rester dans quelque chose de destructeur. Ouais, et c'est ce que je trouve Peut-être. dommage effectivement, c'est qu'il y a des gens qui sont en souffrance et qui préfèrent s'accommoder de la situation en disant: «Bah, c'est pas grave, mais je veux pas en parler parce que sinon, ça va mal se passer». Enfin moi, je pense justement, qu'il faut en parler, et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est qu'effectivement j'ai eu cette expérience qui a été inattendue, parce que je pensais qu'après le collectif tout allait bien se passer et que tout allait, rouler, à merveille, et en fait, pas du tout. Mon monde s'est effondré. Mais j'ai perdu le fil de ce que je suis en train de dire, je suis désolé, Non, mais je euh, C'est pas grave, on a euh, entendu. mais je sais plus. Ça m'arrive souvent, ça c'est pareil, j'ai trop de trucs qui. C'est voilà, c'est l'Asperger en action. Super, Mathieu. Maintenant, il y a une question qui est un tout petit peu éloignée du travail, bien sûr, c'est Serge. J'aurais une question. Il y a le couple, mais aussi la camaraderie, l'amitié. Cela se passe Oui. comment, Mathieu? Bah, très bonne question effectivement de Serge. Alors moi j'ai essayé tout au long de ma vie d'avoir des amis. Ça durait jamais très longtemps, ça finissait en jus de boudin. C'est une expression très drôle, mais donc j'ai jamais eu de grandes expériences d'amitié, sauf on va dire avec deux personnes que je connais depuis le lycée maintenant. Donc il y a Damien, que je salue au passage, qui est mon meilleur ami et euh, qui est mon unique ami, vraiment. Et pourquoi ça marche avec cette personne? En fait, parce qu'il ne me juge pas, tout simplement. On en revient aux valeurs que j'ai exprimées tout à l'heure. C'est d'être dans le non-jugement, et c'est-à-dire qu'il m'accepte comme je suis, il respecte mes silences, parce que je ne suis pas quelqu'un d'assidu dans la prise de nouvelles, etc. Et avec Damien, par exemple, il nous est arrivé de rester parfois 2 ans, peut-être même 3, sans jamais nous donner le moindre signe de vie, pas un SMS, pas rien du tout. Et puis un jour, bah hop, on se dit tiens, on va s'envoyer un message, et puis quand on se voit, c'est comme avant. Et il va pas dire ouais, tu donnes jamais de nouvelles, etc. Et parce que tout simplement, il m'accepte comme je suis, et c'est vraiment ce que j'apprécie chez ces personnes-là, quoi. C'est ce respect, tout simplement. Et l'autre personne avec qui j'ai toujours des relations aujourd'hui, c'est pareil, c'est une personne que j'ai rencontrée au lycée, qui fait partie de mon livre forcément, parce elle a joué un rôle aussi dans mon histoire. C'est Charlotte, qui est une personne sourde. Et du coup, bah, j'ai eu cette amitié qui est née au lycée, où j'ai vraiment rigolé comme j'ai jamais rigolé avec elle. Puisqu'en fait, et à l'époque, moi je m'ignorais, mais je comprends mieux aujourd'hui pourquoi j'ai tissé ce lien avec elle, parce qu'elle-même est une personne différente, et on a des points communs, même si nos handicaps sont différents. Mais voilà, donc l'amitié, c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas 36 amis, mais ça me va très bien. Je préfère en avoir que un fidèle et sur qui je peux compter. Et je sais que Damien, à n'importe quelle heure, s'il m'appelle ou s'il sonne à ma porte, je lui ouvrirai toujours la porte, et réciproquement, en fait. Et c'est ce qui est le plus important, je pense. Hmm.
Alors maintenant, une question sur le livre. En combien de temps vous a-t-il pris d'écrire pour écrire ce livre? Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre? Alors moi, j'ai commencé en août 2018 et j'ai terminé en avril 2020. Voilà, Ok, un merci. peu Et moins une de autre 2 ans. question de Pauline au sujet du livre. Donc, qu'avez-vous éprouvé en faisant lire votre livre à vos proches? Avez-vous censuré certains passages? Non, j'ai rien censuré. Alors la censure, c'est la notion de censure, c'est juste quand j'ai dit bah est-ce que vous voulez relire mon livre et j'ai enlevé des trucs juste pour eux, c'est ça? Oui, c'est ça, peut-être, oui. Pour pas qu'ils lisent, pour pas qu'ils découvrent des côtés de votre vie qu'ils n'auraient pas Non, non, j'ai rien censuré. Ils ont découvert des choses aussi qu'ils ignoraient à une époque où j'étais pas bien lorsque j'étais adolescent. Voilà, il s'est passé des choses dans ma vie et j'en ai jamais parlé à personne. Et donc, bah, ils l'ont découvert au travers du livre et donc non, j'ai rien censuré. Alors après, j'ai respecté ma vie privée et intime, voilà. Globalement, je me suis livré vraiment sans filtre et non, j'ai choisi de rien censurer. Mhm. Et donc mes parents ont fait des découvertes et mes autres proches aussi avec le livre du coup. Mais Mhm. c'était nécessaire pour moi d'être transparent parce que si on n'est pas exhaustif et si j'avais pas été exhaustif dans tout mon vécu, ça aurait été d'une part peut-être malhonnête et c'est surtout que pour comprendre jusqu'où le mal-être peut aller, il faut tout dire en fait, tout simplement. Mhm. Charlène fait une très jolie enfin, suggestion. L'invisibilité de la différence doit être portée au niveau du dialogue social dans toutes les entreprises. Je suis Hmm, d'accord. ouais. On applaudit des 2 mains. Les deux Ouais. mains, oui. Bravo Charlène. Bravo Charlène. Et puis aussi, il y a elle rajoute une petite parenthèse, je ne comprends pas parce que je n'ai pas lu le livre, mais ça va vous parler. Si l'enseignante qui vous a aidé est présente, un grand bravo pour la super intro du livre, excellente, je ne m'attendais pas à ça. Sourire. Elle est très drôle, Ah, effectivement. je sais Elle pas écrit si très bien. Elle écrit très bien, elle est très drôle, son intro. je lui ai envoyé le lien effectivement, oui, parce que pour l'anecdote, j'ai fait corriger et relire le livre à mon enseignante de bac pro que j'avais pas revu. Enfin si, parce que moi je retournais de temps en temps au lycée parce que j'aimais bien retourner voir mes professeurs que j'appréciais et je l'ai croisé une ou deux fois, mais globalement ça faisait 13 ans que je l'avais pas vu et donc je suis revenu vers elle pour lui demander de corriger mon livre et elle était contente du coup parce qu'elle se dit ah ouais chouette, elle dit j'avais des élèves qui m'écrivaient des poèmes mais maintenant un livre, elle dit là c'est la gloire absolue et tout donc elle était contente et en fait c'est une prof qui est complètement atypique aussi, enfin franchement elle est complètement différente et elle a un truc c'est sûr mais, et c'est pour ça que j'ai choisi de revenir vers elle en fait, c'est parce qu'avec elle on sentait pas de lien hiérarchique, on était vraiment au même niveau, elle nous parlait comme si on était du même âge ou je ne sais quoi, voilà. Vous En plus, respectez elle a vraiment aussi en une tant que, plume, cette femme. elle vous respectait vraiment en tant que personne. Et puis voilà, quoi, en C'est fait, hein. ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis elle était cash et elle était transparente tout simplement. Alors ça passe pas avec tout le monde, ça passe pas avec certains de ses collègues forcément, parce que quand on a un caractère un peu fort comme ça. Ouais. Mais moi, ça me va très bien en fait les caractères forts. Et d'ailleurs, quand je regarde aujourd'hui dans mon existence, les personnes avec qui ça passait le mieux, c'était finalement les personnes avec un fort caractère. Au travail, par exemple. Euh, les personnes avec qui je m'entendais le mieux, bon maintenant il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite, mais c'était comme on disait, les grandes gueules, quoi, les mecs Mhm. qui disaient tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et moi je m'entendais vraiment bien avec ces personnes-là parce qu'au moins on sait à quoi s'en tenir avec eux. Il y a pas de sous-entendu. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien les personnalités fortes aussi. Oui, c'est pour ça, c'est pas de sous-entendu, être factuel. C'est Et ça. moi, je sais que quand je fais cette fameuse présentation au groupe, aux managers, aux collègues, aux RH, aux médecins du travail, etc., que vous avez eu que tu as eu dans ton entreprise, souvent les personnes me disent, on voudrait bien un moment sans la personne, sans le collègue. On préfère qu'il soit pas là, par exemple. Et ça, c'est vraiment difficile de leur faire comprendre que la personne a besoin d'être là, justement, pour entendre, pour discuter, tout ça. Mais chacun projette ce qu'il craint dans l'autre et il Mm. pense que ça va gêner la personne qui est là. Eux ne supporteraient pas. C'est déjà un enseignement de leur dire, mais si, il a besoin d'être là, etc. Donc, C'est ça. Et c'est aussi, c'est très intéressant ça effectivement parce que
À titre d'exemple, je sais qu'il y a des gens qui disent: «Ah bah ouais, mais je sais pas si je dois te le dire parce que ça va peut-être te blesser, ceci, cela». Enfin, moi, je préfère qu'on dise les choses et que ça me blesse, plutôt que je l'apprenne par autrui ou je ne sais quoi. Enfin, moi, j'aime la transparence et je suis capable d'encaisser en quelque sorte. Et j'aime vraiment les gens qui sont transparents et qui sont cash, quitte à blesser, mais au moins on sait vraiment à quoi s'en tenir, quoi. Et voilà. Et alors, il semble que votre prof soit là, Elle hein. est là, elle est là. Ah Je bon? suis bien présente. Merci pour la remarque. Pour une fois que je grille Mathieu au niveau de la popularité. Oh bah ça c'est elle, ça. Bon, ça c'est sûr, c'est elle. Vous Bah, pouvez j'ai lui pas prendre vu. votre micro et lui dire bonjour. Ça serait bien. Elle est où, Elle est madame? où, Madame Pouillon? Elle Mais c'est comment? s'appelle. Oui, Madame Pouillolon, je la vois pas Madame là. Pouillon, défaites votre micro et puis dites-nous deux mots quand même, puisque vous êtes tellement atypique. Où est-ce que vous êtes? Non? Oui? Je la vois pas. Trop timide? Ah, peut-être partie déjà? Non, elle est là. Ah si, non, je la vois, oui, je la vois. Oui. Elle est timide. Où elle est? Vous la voyez? Oh, Vous la c'est une voyez? fausse timide. Ouais, elle est sur le deuxième Et non, écran, elle moi je la veut vois. pas. Elle veut pas défaire son micro. Bon, Alors, vous nous Bon, dites un mot? elle veut pas, elle veut pas. J'ai demandé de défaire son micro, mais elle le fait pas. Bon, bah c'est pas grave. Alors, je vais voir s'il y a encore des questions. On va arriver bientôt au bout. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Il y a quelques... Ah oui, il y a quelque chose que je dois vous lire aussi, mais je pense que vous pourrez être en contact après, avec quelqu'un qui s'appelle Armel Chapalin, donc de l'école des supérieurs pour les talents atypiques, donc qui est nouvelle à Paris, elle a démarré cette année. Demande, faites-vous régulièrement des témoignages, en particulier de votre expérience en entreprise? oui, alors j'en fais. Après, j'en fais uniquement depuis que j'ai publié le livre parce que c'est aussi par ce biais-là. En fait, je vois le livre, je le visualise aujourd'hui comme un outil qui va me permettre d'aller après vers autre chose. Et cette autre chose, c'est justement la communication et la sensibilisation en entreprise. Euh, et c'était quoi la question? La question, c'est simplement est-ce que Vous faites des témoignages. vous faites des témoignages, vous pouvez faire des témoignages. Enfin, Oui, enfin, en tout cas, moi, je suis volontaire pour en faire après, effectivement. d'accord. Alors, Madame Pouillolon a défait son micro. Je ne suis pas Oui, sûre. mais elle dit qu'il ne marche pas. Elle dit il ne marche pas, désolé, matériel trop vieux. Ah, je n'ai pas été Ah, voir. fausse Oui, moi, excuse. je le vois sur le côté, là. Faut Super. qu'elle branche son kit, Donc, faut alors, qu'elle par branche contre, son j'arrive kit pas à la piéton. désépingler. Donc, on sait que vous êtes là, donc ça va bien. Mm. OK. Donc, Il y a une question sur le choix de l'édition. Je crois que vous avez édité à compte d'auteur, me semble-t-il, Mathieu. Ouais, je suis en auto-édition en fait, parce que Édition, voilà. euh, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je démarche les maisons d'édition? Et en fait, euh, ma femme lit énormément en fait. Alors ça c'est pareil, c'est une anecdote. Là vous allez me traiter d'escroc, mais en fait je suis quelqu'un qui ne lit jamais. C'est-à-dire que je ne supporte pas lire. Pourquoi? Parce que j'arrive pas. Quand je lis un livre, il faut que je relise au moins 3 fois la phrase pour l'intégrer. Et en fait, je n'imprime pas les mots dans ma tête. Et donc, je ne lis pas de livre tout simplement pour ça, parce que c'est un calvaire. Je n'arrive pas à me plonger dedans et à retenir ce que ce que je viens de lire. A contrario, si je lis un article sur un intérêt spécifique, là par contre, je vais tout enregistrer. Donc c'est vraiment paradoxal. Mais j'ai essayé divers livres, j'ai jamais trouvé le livre qui allait me convenir. Mais ma femme lit beaucoup. Et dans ce qu'elle lit, il y avait un livre d'une jeune auteure. Et je l'ai contactée sur Facebook, on a discuté un petit peu. Et elle m'a vivement déconseillé de passer par une maison d'édition. Elle m'a dit c'est un monde de crapules, etc. Donc après, moi j'ai commencé à creuser un peu. J'ai vu effectivement les conditions que prenait un éditeur. Et ça m'a fait un peu peur. Donc j'ai dit ben, je vais m'économiser ce travail-là et je vais m'auto-éditer. Et finalement, il n'y a rien de compliqué dans l'auto-édition. C'est vraiment assez simple à faire et ça permet en plus de se lancer sans prendre de risques finalement. Donc voilà. merci. Et là, peut-être la toute dernière question, je pense. Il y a quelqu'un, c'est Anne-Laure qui insiste, je ne sais pas si c'est elle qui insiste, mais comment s'est passé le diagnostic de Mathieu? Très C'est-à-dire, intéressant. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous faire diagnostiquer? Ah, c'est-à-dire, je ne sais pas, Anne-Laure, est-ce que vous pourriez défaire votre micro pour poser la question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Oui, c'est juste pour savoir quel est le cheminement, le déroulement, en fait, pour aboutir à un diagnostic, hein. d'accord. Bah, en fait, aujourd'hui, vous avez deux options.
soit vous passez par un centre spécialisé et vous avez une prise en charge et vous êtes très patient parce que il y a plusieurs années parfois d'attente. Soit vous passez par la voie du libéral avec, soit vous avez la chance de trouver un psychiatre spécialisé en TSA qui va vous faire passer les différents tests et poser le diagnostic, soit on peut passer par un psychologue qui va établir un pré-diagnostic que vous devrez ensuite faire valider par un psychiatre. Alors, pas que par un psychiatre, je le précise, Mathieu, aujourd'hui, les médecins généralistes ont le droit de valider le questionnaire également. De D'accord, valider ok. le résultat du psychologue, oui. C'est relativement récent, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Ça date de quand ça? J'avais pas Ça l'info. date c'est pas très très vieux, je n'ai pas la date exacte, mais effectivement, aujourd'hui, ça peut se faire. Pourquoi? D'abord parce que je pense qu'il y a une grosse pénurie de psychiatres aussi, donc c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous. Voilà. Oui, et Mais puis effectivement, les médecins qui suivent depuis plusieurs années un patient, ils voient bien les difficultés parce qu'il y a le syndrome d'Asperger, mais il y a aussi tout ce que ça va déclencher sur le plan santé, sur le plan physique, hein. Enfin, on parle des difficultés sociales, etc. Mais ça, c'est la phase visible. Moi, enfin, au niveau santé, j'ai eu plein de soucis. J'ai passé des IRM, j'ai passé des coloscopies parce que il y avait vraiment des soucis sur le plan physique qui se déclenchaient à force d'accumuler, on va dire, je pense, la suradaptation finalement. Ok. oui, très certainement. Mhm. Alors, je lis simplement Charlène. Je suis aussi intéressée. Alors, ça y est, c'est le début, hein. Enfin, c'est pas le début, mais ça continue. Ça y est, c'est parti. Intéressée pour organiser une rencontre du type conférence-débat au sein de l'organisation syndicale pour laquelle je travaille. À voir avec Mathieu en off par Messenger. Donc, je pense que vous vous connaissez tous les deux, Charlène. Oui, en fait, c'est une cousine. Ouais. Donc, là, voilà. Donc, on a dépassé un petit peu l'heure, mais c'était vraiment passionnant, hein. Merci vraiment beaucoup d'avoir été présent, Mathieu. Je vous invite. Merci à Pour vous. ceux qui veulent commander votre livre, ils peuvent vous contacter sur LinkedIn, je suppose. Alors en fait, le livre, il est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander en librairie. Normalement, je suis référencé chez les libraires, donc ils doivent pouvoir passer commande. C'est moi qui réceptionne les commandes de librairie et qui fait les expéditions. Ou vous pouvez aussi le commander directement à moi si vous voulez une dédicace. Et ben vous m'envoyez un message sur soit LinkedIn, soit Facebook, soit Instagram. Je vous fais une dédicace personnalisée, et puis c'est l'occasion aussi d'échanger un peu, quoi. Et c'est ça aussi qui est bien. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'ai fait le livre, j'ai fait plein de rencontres. On a Sandrine qui est présente aujourd'hui. Et il y a plein d'autres personnes voilà, par exemple, il y a Simon Marie, qui est le fondateur du collectif Atypique, qui a choisi de vouer toute sa vie à l'autisme. Il y a Fabrice Addeville qui travaille aussi dans l'aéronautique, mais dans une autre entreprise que la mienne. Et ça me permet en fait de développer des liens avec des personnes très intéressantes, et tous les échanges qu'on a sont vraiment riches, et donc je suis vraiment très content. Enfin, moi aujourd'hui, tous les gens avec qui j'ai pu échanger, je suis vraiment content de l'avoir fait, d'avoir eu des échanges. Moi après, au bout d'un moment, je peux plus être fidèle avec tout le monde parce que je passerai mes journées à envoyer des messages, mais en tout cas, ponctuellement, et je prends plaisir à échanger avec les gens. Donc, le livre, vous vous adressez directement à Mathieu, et vous pourrez même avoir une très très belle dédicace, j'imagine. Avec mon écriture d'enfant de CP, comme je dis toujours. Parce que l'écriture, c'est vrai que ça a été. Quand j'écris, quoi, je lâche pas le stylo. Je suis crispé, j'ai vraiment du mal avec l'écriture. J'ai pas été diagnostiqué pour la dysgraphie, mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, je sais pas. Il y a souvent des choses dans le panier des 10, je vous le confirme. Ouais. Ouais. C'est vrai que l'écriture, quelqu'un qui a tous les 10, c'est probablement autiste, je crois, hein, c'est ça. Non, chez les hauts potentiels aussi, chez les zèbres, tu trouves beaucoup de choses dans le panier des 10, absolument. Ouais. C'est tous les hauts potentiels, en fait, qu'ils soient aspi ou pas, ont des problématiques de 10 très souvent. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, le haut potentiel ne s'arrête pas à une notion de quotient intellectuel. C'est ça. Parce qu'à l'état de moment, on ne peut pas le calculer, justement parce qu'il y a des trous à certains endroits et qui peuvent être tout à fait liés à des 10 quelque chose, entre autres. Allez, c'est trop bien, mais on va s'arrêter quand même. Merci Mathieu, merci pour votre confiance, et écoutez, en tout cas, on reste en lien. Judith et moi, on est super heureuses de vous recevoir, de continuer à vous voir.
On vous souhaite de Merci belles à fêtes vous. de fin d'année. Allez, Oui, à vous aussi. bonne fête à Mathieu, bonne fête à tout le monde. Profitez bien malgré le confinement, faites-vous plaisir. Et voilà. Et soyez le différent ou la différente que vous êtes. C'est comme ça qu'il faut être. Et puis on vous Ouais. dit rendez-vous en 2021. Oui, avec tout un programme en 2021. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.